Caroline? Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être présents aujourd'hui. Bienvenue à notre deuxième webinaire interactif de la série Et si on s'inspirait pour révéler des actions nécessaires en éducation des adultes, une série de 4 webinaires. Je m'appelle Émilie Tremblay, je suis chercheuse à l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes, l'ICA. Je serai votre hôte aujourd'hui. Alors, le présent webinaire, pardon, comme les autres de la série, est organisé par l'ICA en collaboration avec le Centre de transfert pour la réussite éducative au Québec, le CETREC. Je précise que le webinaire est enregistré, comme vous avez reçu le petit message tout à l'heure. Il sera donc partagé, notamment sur la chaîne YouTube de l'ICA. Donc, pour ce webinaire, je suis accompagnée aujourd'hui de deux de mes collègues de l'ICA, Sylvie Pelletier, qui est chercheuse également à l'ICA. Bonjour Sylvie. Bonjour. Je suis également accompagnée de Caroline Badeau, qui est adjointe à la direction de l'ICA et qui sera notre hôte technique aujourd'hui. Bonjour Caroline. Bonjour à tous. Je suis également en compagnie d'Hélène Brown du CETREC qui va faciliter notre conversation libre, donc notre période d'échange sur le thème d'aujourd'hui. Bonjour Hélène. Bonjour. On a aussi le plaisir d'avoir, tout comme pour le premier webinaire, la présence de Mylène Choquette, qui est facilitatrice graphique et qui va réaliser une synthèse visuelle de nos échanges. Bonjour Mylène. Bonjour tout le monde. Et on a également le plaisir de recevoir deux invités, M. Paul Sentelman et M. Serge Ravet, qui vont venir partager avec nous leurs idées, leurs réflexions, leur analyse du passeport de compétences français, mais aussi plus largement sur les passeports de compétences et la question de la reconnaissance des compétences. Alors, nous allons vous les présenter plus en détail tout à l'heure. Bonjour à tous les deux et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Alors, quelques mots maintenant sur notre intention avec ce webinaire et plus généralement avec la série de webinaires qui a été lancée au mois de février. Donc, l'objectif de cette série de webinaires, c'est de favoriser une réflexion collective sur des actions concrètes à mettre en place en éducation des adultes pour répondre à des problèmes ou à des enjeux existants, par exemple en ce qui concerne l'accès à la formation ou encore le financement. Les 3 premiers webinaires de la série portent donc sur un thème spécifique qui vise à nous permettre de réfléchir et d'échanger sur des dispositifs qui existent à l'extérieur du Québec. L'idée est donc de voir si ce qui existe dans d'autres contextes peut nous inspirer, nous aider à trouver des solutions aux enjeux qui existent ici. Au mois de février, le premier webinaire nous a permis de discuter du compte personnel de formation, un dispositif d'accès à la formation continue. Un dossier sur cette thématique a d'ailleurs été produit. Si ça vous intéresse, vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site de l'ICA. Caroline a également mis le lien dans le chat. Donc ça, c'est pour les 3 premiers webinaires. Le dernier webinaire qui va avoir lieu au mois de mai va être un petit peu différent. Il va être dans une formule un peu plus libre. Donc, depuis le premier webinaire, on a lancé une invitation à nous communiquer des exemples de dispositifs qui sont expérimentés ou qui l'ont déjà été, que ce soit ici ou ailleurs, en éducation et en formation des adultes. Des dispositifs intéressants ou qui fonctionnent, ou qui jouent un rôle intéressant, que ce soit pour favoriser, par exemple, la réussite des adultes en formation ou encore leur accès à la formation dont ils et elles ont besoin. Par exemple, quelques dispositifs qui nous ont été communiqués, on peut mentionner l'AFEST, qui est l'Action de formation en situation de travail, un dispositif français qui utilise et valorise les situations de travail à des fins d'apprentissage. Un autre exemple de dispositif, c'est le projet de transition professionnelle, toujours un dispositif français. C'est une mesure qui a remplacé il y a quelques années le congé individuel de formation et qui permet donc aux personnes, aux travailleurs et aux travailleuses de pouvoir se reconvertir professionnellement. Un tout autre type d'exemple, c'est les villes apprenantes. Donc, le réseau des villes apprenantes de l'UNESCO, des villes qui favorisent l'apprentissage tout au long de la vie de leurs citoyens et de leurs citoyennes. Mentionnons au passage qu'il n'y en a qu'une seule au Canada, c'est la ville d'Edmonton. Donc, le dernier webinaire va se dérouler sous forme de discussion et de réflexion sur différents dispositifs en éducation et en formation des adultes. Aujourd'hui, si vous avez envie de nous communiquer des exemples, n'hésitez pas à le faire dans le chat. Puis un article de l'ICA va bientôt être diffusé sur le site Internet pour faire cette recension-là des dispositifs qui nous auront été communiqués. Ce qui nous amène enfin au webinaire d'aujourd'hui qui porte sur le passeport ou le portfolio national de compétences. Comment va se dérouler le webinaire? On va tout d'abord présenter quelques éléments pour introduire ou cadrer la réflexion d'aujourd'hui. Puis ma collègue Sylvie va également présenter quelques éléments de réflexion sur ce qui existe au Québec
et sur des initiatives également qui sont en cours. Ensuite, on passera la parole à Hélène qui va vous expliquer le déroulement de la conversation libre qui va commencer par les interventions de nos deux invités. Donc, pour ce webinaire, on s'est donc demandé s'il serait pertinent de mettre en place un passeport national de compétences au Québec. Quels sont les modèles qui existent? Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Quels sont leurs avantages ou leurs limites? Mentionnons tout d'abord que les passeports ou les portfolios de compétences permettent aux individus de documenter, de valoriser, de faire valoir leurs acquis et leurs compétences. Il y a différents modèles de passeports de compétences qu'on appelle aussi portefeuille de compétences, carnet de compétences ou encore dossier de compétences. Comment est-ce que ça fonctionne en général? De manière générale, les individus vont avoir accès à un espace personnel qui va leur permettre de mettre en valeur leurs compétences, leur expérience, leurs qualifications, parfois sous forme de curriculum vitae qui peut être exporté. Donc, les individus peuvent partager ces données avec des employeurs potentiels ou avec des organisations. Selon les dispositifs, différentes fonctionnalités sont offertes, par exemple avoir accès à des offres de formation, à des offres d'emploi, à des services d'orientation. Certains dispositifs visent à rassembler vraiment dans un même espace l'ensemble des diplômes, des certifications, des micro-attestations et des compétences qui sont détenues par les personnes. D'autres vont intégrer seulement, par exemple, des certifications ou des diplômes obtenus dans des établissements formels ou encore vont valoriser davantage les compétences qui sont acquises de manière informelle. Il y a quelques pays qui se sont dotés d'un dispositif national. C'est le cas, par exemple, de la France en 2023 avec le passeport de compétences. Actuellement, la France teste donc un système bêta, si on peut dire. Donc, toutes les fonctionnalités ne sont pas encore disponibles dans le passeport de compétences. Mais toutes les personnes qui ont un compte personnel de formation, un CPF, qui est actif, peuvent avoir accès à un espace qu'on appelle le passeport de compétences. Donc, différentes fonctionnalités vont s'ajouter avec le temps. Par exemple, dans le modèle français, on aura deux types de données qui peuvent être chargées, celles qui sont dites garanties, donc préchargées par l'organisation qui est en charge de ce dispositif-là, et les données qui sont déclarées, donc qui sont ajoutées par les individus eux-mêmes. Il y a d'autres modèles, bien évidemment. Par exemple, Singapour a mis en place le Skills Passport, qui fait partie du portail My Skills Future. Le Sri Lanka également a adopté en 2020 un passeport national de compétences. Il existe également des dispositifs européens, comme la plateforme multilingue Europass, qui est gérée par la Commission européenne. Initialement, c'est un projet qui a été déployé en 2004, mais une version améliorée a été lancée en 2000. Donc, on avait au début des années 2000 le passeport des compétences Europass. Il n'est plus disponible, mais il a été remplacé par un ensemble d'outils gratuits qui visent à aider les citoyens européens de tous âges à gérer leurs compétences et leur carrière tout au long de la vie. Donc, Europass, c'est un passeport électronique qui permet donc aux individus de donner une image complète de leurs compétences et de leurs qualifications, que ce soit pour se trouver un emploi, pour une formation, et ça permet également aux employeurs d'accéder à ces informations-là. Ça vise également à favoriser la mobilité géographique et professionnelle. Donc, voilà donc une brève introduction sur le passeport ou le portfolio national de compétences. Ces dispositifs-là soulèvent bien entendu toutes sortes de questions. Par exemple, est-ce que les différents modèles permettent réellement de valoriser toutes les compétences, notamment celles qui sont acquises dans des contextes d'apprentissage non formels et informels? Est-ce que les individus peuvent choisir ce qu'ils veulent y mettre? Donc, toutes sortes de questions qu'on aura certainement à explorer, que ce soit avec nos invités ou dans la discussion plus largement avec vous tous et toutes qui êtes présents aujourd'hui. Alors maintenant, bien, pour réfléchir à ce thème, ça nous demande aussi de regarder ce qui existe au Québec. Alors, je vais passer la parole à ma collègue Sylvie qui va nous faire un petit topo là-dessus. À toi, Sylvie. Merci, Émilie. Alors, il n'existe pas de passeport ou de portfolio de compétences globales ou formelles au Québec, opéré par une institution gouvernementale, mais le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, le MES, a toutefois annoncé en 2023 qu'il envisage le développement d'un carnet de compétences afin de soutenir le développement des compétences de la main-d'œuvre. Mais qu'entend-on au ministère par carnet de compétences et dans quel contexte s'insère ce projet? Dans son rapport quinquennal, le MES a identifié des pistes d'avenir pour répondre aux enjeux de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre dans le futur. Le carnet de compétences constitue une des 3 actions phares comme devant être mise en œuvre au cours des prochaines années, aux côtés d'un cadre national des compétences et d'une nouvelle politique gouvernementale d'éducation des adultes et de formation continue.
Sans le définir formellement, le MES considère que le terme carnet de compétences est synonyme de portefeuille ou portfolio de compétences, mais il en énonce surtout l'utilité et les avantages potentiels. Il conçoit le carnet de compétences comme une carte de visite devant être utilisée essentiellement en rapport avec l'emploi, même s'il prévoit qu'il permettra, et je cite, de mettre en valeur les compétences acquises par la main-d'œuvre actuelle et future à travers le parcours de formation et d'emploi. Le carnet devrait permettre également aux employeurs et employeuses d'identifier les personnes qui possèdent les compétences demandées, ainsi que l'écart éventuel entre les compétences réelles des personnes et les compétences recherchées. Le MES souligne enfin que ce dispositif pourrait faire partie d'un portail intégré, c'est ainsi qu'il le nomme, où il serait possible de tenir son carnet à jour et de le lier au service d'emploi et de formation, de faire certaines démarches et d'être accompagné dans son parcours vers le marché du travail. Ça se rapprocherait quand même un peu de ce que Émilie vient de décrire. Mais le projet est encore à l'étape du développement. Il est difficile de savoir en quoi il consistera exactement. Et si le gouvernement entend également instituer et opérer lui-même ce portail intégré dans lequel pourrait s'insérer ce carnet. Par ailleurs, au Québec, outre ce projet, je dirais que le portrait est assez éclaté. Il existe des portefeuilles ou des portfolios d'autres types. La plateforme mycertif.ca, en anglais mycreds.ca, propose un portefeuille virtuel qui vise à regrouper les relevés de notes, les diplômes et tout autre document attestant d'études effectuées dans un établissement scolaire. Le site se présente comme le nouveau portfolio canadien de documents d'études officiels. Mais malgré sa prétention d'être l'unique plateforme canadienne officielle, pour la vérification des documents d'études et de diplômes, MyCertif demeure utilisé surtout au Canada anglais. Au Québec, outre les universités Concordia et McGill, seul le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration et HEC Montréal y ont adhéré, ce qui limite grandement son utilisation et son utilité. En plus, on était uniquement dans le domaine scolaire. Certains ordres professionnels, comme l'ordre des géologues, oui, je vais regarder maintenant ce qui existe du côté des portfolios professionnels. Donc, certains ordres professionnels, comme l'ordre des géologues, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, proposent des guides pour réaliser un portfolio professionnel, voire exigent d'en produire un lors du stage menant au permis d'exercer ou d'en tenir un à jour dans une optique de développement des compétences professionnelles. Certains ordres ont même un endroit sur leur site Web pour déposer et garder à jour son portfolio. Dans tous les cas, le portfolio vise l'évaluation des apprentissages. L'initiative est purement privée et réservée à ses membres et la tâche réalisée avec une bonne marge de manœuvre, certaines parties du portfolio pouvant ne pas être développées. À côté de ça, il existe aussi Passage, un e-portfolio qui est une ressource éducative libre qui sert principalement à la reconnaissance des acquis et des compétences. Il existe aussi des plateformes numériques de micro-attestation ou de badge qui sont une voie pour mettre en valeur et communiquer ses compétences. L'ICA a élaboré et testé un premier prototype de plateforme numérique pour reconnaître des compétences génériques et travaille maintenant à mettre au point une nouvelle plateforme numérique de badge appelée FrancoBadge. Cadre 21, de son côté, un centre d'animation, de développement et de recherche en éducation, émet également des badges numériques pour reconnaître des compétences acquises lors de formations ou d'événements, lors de lectures ou dans des parcours professionnels. Finalement, ce qui fait un peu office de portfolio au Québec, c'est LinkedIn, qui pourrait être considéré comme une plateforme de type folio, puisqu'on peut y mettre ce qu'on veut, sa formation, ses diplômes, ses expériences, ses compétences, ses badges. Est-ce que un portail intégré sera en concurrence avec ça? En tout cas, ça reste à explorer. Je terminerai en disant qu'il existe des initiatives personnelles, comme des sites de recherche d'emploi, comme Indeed, qui recommandent de réaliser un portfolio en format papier ou numérique, mais n'offrent pas de modèle. Chaque personne est libre de le réaliser et de le faire de la façon qu'elle l'entend, mais on peut y mettre ses diplômes, ses expériences professionnelles, son curriculum vitae, ses badges numériques, etc. Mais même si c'est le seul type de portfolio global, entre guillemets, qui existe ici, c'est une initiative qui relève de la personne. Enfin, il y a une anecdote. Le nom est en somme toute peu utilisé encore au Québec. Une agence de recrutement s'est donné le nom de portfolio.
Alors, merci. Hélène, j'inviterai Hélène maintenant à nous présenter à nous présenter le reste du webinaire, le déroulement. Oui, alors, j'ai le plaisir d'ouvrir la, la partie conversation libre de ce webinaire, notre volet interactif. Alors, voilà, je vous mets un peu comment on va faire ça. Comment participer à ce webinaire interactif? On va utiliser l'approche d'un cercle de parole en mode fishball. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà participé à ce type d'échange-là, avec cette approche-là. Euh, et peut-être à main levée, là, s'il y en a qui ont leur caméra ouverte, si vous pouvez me dire si vous avez déjà participé, ça me donne une information juste avec votre main comme ça, s'il y en a qui ont déjà participé on va voir. Alors, on se rappelle l'intention, hein, c'est vraiment échanger avec nos invités experts, on leur donnait la parole dans quelques instants, partager de nouveaux apprentissages, révéler des actions nécessaires en éducation des adultes. Ensuite, ben, la méthodologie, bon, elle était écrite, là, on l'a passé vite. Donc, la conversation participative en mode fishbowl. Je vais revenir sur le nom. Alors, voici ce que ça donne dans un environnement réel, hein, avec, dans la vraie vie, en guillemets, quand on est en physique. Ça, c'est une photo qui a été prise lors d'une conversation de ce type-là à Concordia il y a quelques années. Donc, on voit que les gens autour hein, n'ont pas de micro. Les gens au centre ont un micro. Alors, c'est l'idée que c'est comme si c'était, si on voyait une bulle au centre, hein, puis les gens à l'extérieur sont en mode écoute, les gens à l'intérieur ont la parole. Il y a il y a 5 chaises, 4 chaises, 5 chaises, plus la personne qui a le micro, qui est la facilitatrice ou le facilitateur. Et ça va être moi aujourd'hui qui va faciliter les échanges. Alors, voilà, c'est ce que ça vous en dit un peu plus sur le fishbowl. Voyons maintenant avec un graphique pour nous aider à mieux comprendre. Euh, dans un bocal à poisson, le fishbowl, donc le bocal est au centre, les gens à l'intérieur du bocal ont la parole, je le répète, les gens à l'extérieur sont en mode écoute. Et une écoute qui est attentive, hein? On se donne comme règle dans un cercle de parole d'écouter avec attention, de parler avec intention. Et l'intention, elle est au centre du cercle, c'est notre question la question qui va être au centre de notre conversation. On y arrive dans quelques instants. En fait, je vais vous le passer tout de suite. Donc, notre question, la question centrale qui est au centre de notre bocal, qui est au centre de la conversation et qui va nous guider. Je vous la lis. En quoi ce dispositif, le passeport ou le portfolio national de compétences, serait intéressant au Québec et comment pourrait-il contribuer à la reconnaissance des acquis et des compétences des individus et les aider à planifier leur parcours d'apprentissage? Alors, c'est la question qui sera au centre et ensemble, on va tenter de répondre à cette question, à cette grande question. Hein. Puis, on est vraiment dans un exercice d'intelligence collective, de réflexion collective qui mobilise l'ensemble de chacun. Je vous dis aussi bon, des fois, on n'a pas l'habitude de prendre parole comme ça dans un webinaire. Donc, donnons-nous comme règle ou en fait comme intention de vraiment valoriser, d'encourager tous ceux qui auront le courage de prendre parole, de plonger dans le bocal. Ensuite, nous serons accompagnés par la facilitation graphique. Hein. La facilitation graphique, c'est de mettre en mots et en images et d'accompagner la conversation, de nous offrir un portrait de, de- de la conversation. On appelle ça des fois aussi la pensée visuelle. Alors, Mylène est avec nous aujourd'hui, c'est notre facilitatrice graphique. J'invite Mylène à nous partager son écran de départ. De quoi va avoir l'air là, avant qu'on commence notre conversation? Voilà. Mylène
nous partage son écran. Voilà. Alors, vous voyez, ça, c'est sa table à dessin. Alors, on voit le titre, on voit notre question au centre. Je le répète, en quoi ce dispositif serait intéressant pour le Québec et comment pourrait-il contribuer à la reconnaissance des compétences? Alors, et autour de ça va se broder un peu tout ce qu'on va en dire, tout ce qu'on va échanger pour en garder une synthèse visuelle à la fin. Alors, on va voir peut-être des fois, selon le flow, selon la conversation, on va voir si on y revient ou si on attend seulement à la fin. Alors, maintenant, la parole à nos invités. J'invite à ouvrir le micro Serge Ravet. Serge Ravet est président de Reconnaître, Open Recognition Alliance. Euh, alors, j'avais une note pour dire un petit peu plus sur notre invité. Où est rendue ma note? Il est consultant, non, il est président, comme je viens de le dire. Il est l'un des précurseurs des Open Badge en France et en Europe. Alors, hein? Et ensuite, j'invite aussi Paul Sattelman, notre deuxième invité, qui est consultant en ingénierie des compétences. Il est praticien, expert des systèmes de travail, d'emploi, de formation professionnelle et d'apprentissage. Alors, j'invite nos invités à nous faire une mini présentation pour mettre la table à notre conversation. Monsieur Ravet, voulez-vous vous lancer? Je vous sens Oui, prêt, là. oui. Allez-y. Disons que j'ai commencé ma seconde carrière autour du portfolio, hein. J'avais créé un cabinet de conseil dans les années 90, qui s'appelait Dimension Compétences, et on était devenu un centre pour la Royal Society of Arts en France pour délivrer ce qui s'appelait des NVQs, National Vocational Qualifications. Donc à l'époque, au Royaume-Uni, il y avait à peu près 90% des métiers qui étaient couverts par des référentiels de compétences, et on pouvait obtenir une qualification en créant un portfolio. Et comme j'avais aussi un background de technologie, je me suis intéressé au e-portfolio. Et en 2003, on a organisé la première conférence internationale du e-portfolio à Poitiers. Et donc, pionnier des open badges, mais pionnier aussi du e-portfolio. Euh, et à l'époque, on a utilisé un modem pour rechercher sur Google pour trouver des personnes qui s'intéressaient au portfolio. Et donc, je me suis intéressé au portfolio. On pourra en discuter après plus en détail, mais il y a un moment donné où les open badges sont arrivés et d'un seul coup, avec les open badges, ça nous a, on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de problèmes avec les portfolios dont on pourra discuter et que les open badges permettaient de résoudre ces problèmes-là. Voilà. Et donc, depuis 2012, je m'intéresse aux open badges et donc on a plein de projets. Et Et alors, vous voyez derrière moi Open Recognition. En 2016, nous étions à Bologne, et je ne sais pas si vous connaissez la déclaration de Bologne, qui est une déclaration des ministères de l'enseignement supérieur pour créer un espace européen de l'enseignement supérieur. Et nous avons décidé de hacker la déclaration de Bologne pour créer la Bologna Open Recognition Declaration, donc la déclaration de Bologne pour une reconnaissance ouverte. Parce que, comme vous pouvez le voir sur mon arrière-plan, à l'époque, tout était ouvert, hein. On parlait d'open data, open source, on parlait même de open bar, mais il n'y avait personne qui avait osé associer open et recognition. Alors, c'est quand même curieux, hein, dans le monde de l'éducation. On parle Mhm, d'open education, open education. On avait des open universities dès les années 60, hein, au mhm. Royaume-Uni, mais personne n'avait pensé associer open et recognition. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, quand on parlera du portfolio, ce sera justement cette question de la reconnaissance. Euh, et donc, qu'est-ce que c'est comme type de reconnaissance qu'on est capable de faire aujourd'hui avec les technologies qui sont à notre disposition? Hmm, Voilà, rapidement. très bien, merci, fort intéressant. Et notre deuxième invité maintenant, Monsieur Settelman. Oui, je vous cherche dans l'écran. Ah, voilà. Alors, ouvrez votre micro, je vous en prie. On entend votre voix. Oh, le micro est toujours pas activé. Je
Quand je vous vois chercher, est-ce qu'Émilie, Caroline, Et pardon, on peut voilà. l'aider? Voilà, on a trouvé. Nous y sommes. Voilà. Alors, à vous de nous partager une mini-présentation pour mettre la table à notre conversation. Déjà, M. Ravet a débuté en force, alors je vous laisse continuer. Ok, alors moi, je suis pas du tout un spécialiste des portfolios. Je suis plutôt l'inverse. C'est-à-dire, j'ai essayé depuis les années 80, à des postes différents, hein, de suivre l'ensemble des politiques de formation des adultes, en essayant de comprendre l'articulation entre tous les dispositifs, toutes les initiatives, puisque la France est vraiment à l'avant-garde des initiatives en termes de création de dispositifs, de mesures. Donc, j'essaye depuis plus de 30 ans maintenant de comprendre comment tout ça s'articule en me mettant un peu à la place des usagers, du public, c'est-à-dire qui sont confrontés tous les 2-3 ans à des réformes du système de formation professionnelle et donc à des nouveaux dispositifs qui arrivent et qui quelquefois se rajoutent aux autres ou quelquefois les remplacent. Bon, et donc on essaye collectivement aussi d'avoir le fil conducteur qui nous permet de voir comment les personnes s'approprient ou pas les dispositifs. Et là, c'est assez intéressant de voir, en évaluant finalement la portée de ces dispositifs, ceux qui marchent et ceux qui s'embourbent dans des logiques soit très prescriptive ou bureaucratique et qui fait que le public n'atteint jamais la cible ou en tout cas le dispositif qui est mis en place. Donc, j'essaierai de vous aider finalement à essayer d'arbitrer entre les mini-usines à gaz dont la France est coutumière et aussi effectivement les initiatives qui permettent aux personnes de s'auto-organiser finalement pour trouver leur chemin dans l'emploi, dans l'évolution professionnelle. Bref, c'est complexe, mais c'est passionnant. Donc, on sent hein, que tous les deux, vous avez observé avec différentes lunettes ce qui s'est passé dans les dernières années au niveau des plateformes, de l'usager, son expérience, la reconnaissance ouverte ou fermée. Euh, alors, bon, maintenant, la parole est à tous. C'est le début de la conversation libre. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de se lancer? Des fois, hein, ça prend un petit peu de courage, là. Je vous invite à parler avec intention, soyez concis et si quelqu'un veut se lancer, que pensez-vous de ce type de dispositif? Selon vous, quels sont les avantages et les limites? On- Peut-être il y a une question là qui vous brûle les lèvres. Allez, vous êtes invité à la déposer. Oui, oui, oui. Alors, Nicole, Madame Perrault, Oui, Nicole Perrault, mais oui, allez-y. oui, bonjour. Alors, j'ai travaillé à une certaine époque un projet de badge collégial dans le réseau collégial québécois, mais Mhm. le projet avait pour but, entre autres, de valoriser la maîtrise de compétences plus informelles. À votre avis, est-ce qu'un concept de portfolio serait une vitrine intéressante pour justement reconnaître et valoriser la maîtrise de compétences tant formelles qu'informelles? Est-ce qu'un portfolio peut fournir des liens vers des certificats qui ont été obtenus par la personne, mais en même temps par à l'intérieur duquel on pourrait intégrer des badges qui reconnaîtraient la maîtrise de compétences informelles? Comment voyez-vous ça et comment tout ce concept-là de portfolio peut arriver aux endroits où il devrait arriver, c'est-à-dire d'éventuels employeurs? Mhm. Comment voyez-vous tout cela là, de façon générale? Et puis, la question est ouverte, hein? Autant M. Ravet que M. Euh, Settelman ou d'autres invités qui ont envie de réagir. Allez-y, M. Ravet. Déjà, quand on parle de passeport de compétences, euh, la question, est-ce qu'on met un S à compétences ou pas? Euh, donc, si on parle de passeport de compétences sans S, ça veut dire que on s'intéresse à la compétence de la personne.
Ce qui n'est pas la même chose que de s'intéresser aux compétences de la personne. Parce que quand on parle des compétences quand on utilise le pluriel, ça veut dire que on a fait une analyse et puis on a découpé une pratique, on a réifié une pratique dans, dans un texte qui décrit cette pratique-là avec des mots. Et, et un passeport de compétences sans S, c'est un passeport qui serait le passeport d'une infirmière, d'un- d'une doctoresse, d'une chimiste. Donc, il y a une identité derrière. Le problème que je vois avec compétence avec un S, c'est qu'on perd l'identité. C'est-à-dire que si on prend comment euh, les choses ont évolué au niveau de la gestion des personnels dans les entreprises. Avant, on avait des responsables du personnel, on avait des directeurs, directrices du personnel. Maintenant, on a des responsables des ressources humaines. Et c'est beaucoup plus facile. Effectivement, et le problème, c'est que quand on a des ressources, on n'a plus d'identité. On n'est plus que du matériau brut. Et donc, le danger que je vois avec l'approche des compétences, le passage des responsables du personnel, donc qui ont affaire à des personnes, à des responsables des ressources humaines, et donc qui ont affaire à des ressources, à des choses brutes qu'on peut manipuler. Et c'est sûr que quand on a des compétences, quand on parle de compétences, on, on- on- c'est plus qu'un risque, on est vraiment dans un processus de réification des personnes. On perd l'identité des personnes. Donc ça le grand danger que je vois, c'est passeport de compétences avec un S ou sans S. Et je pourrais revenir sur le portfolio plus tard. OK. Mais comment se présenterait justement un passeport de compétences sans S? J'ai de la difficulté à concevoir. Mhm. Ben, ça va être un peu un portfolio d'expérience. Parce que dans une expérience, on est entier. Hein, je dis toujours que une personne n'est pas plus une agrégation de compétences qu'une agrégation d'organes ou de cellules selon le niveau de granularité de l'analyse qu'on fait. Et donc, on ne construit pas une personne par une agrégation de compétences. La compétence existe à travers une pratique, et c'est à travers la pratique que se construit une compétence. De la même façon, c'est en grandissant que les organes se construisent. On n'est pas dans le roman de Marie Shelley. Donc, une compétence n'existe pas indépendamment d'une pratique. Et une pratique n'existe pas indépendamment d'une personne. C'est-à-dire que si on se place du point de vue de la reconnaissance, on commence par reconnaître la personne, qui permet de reconnaître éventuellement des pratiques, qui permet éventuellement, par une analyse réflexive, de faire émerger les compétences qui sont dans cette pratique-là. Mais on peut très bien reconnaître une personne sans reconnaître une pratique, et on peut très bien reconnaître une pratique sans reconnaître des compétences. Et d'obliger les gens de passer par la compétence pour être reconnus. euh, et j'arrête, je vous donne juste un exemple, c'est qu'en France, on a eu une convention citoyenne du climat. Euh, et à la fin de cette convention, les personnes recevaient des emails. Je vais vous lire l'email là. On proposait aux gens qui avaient participé à la Convention citoyenne du climat, vous allez recevoir des badges qui attestent les savoirs techniques mobilisés et les compétences transversales mises en œuvre durant la Convention. Donc vous imaginez un petit peu euh, l'insulte, c'est quand même une insulte. C'est-à-dire qu'on a participé à- à une convention sur le climat, une convention citoyenne, où on a débattu de choses extrêmement importantes. On a construit un programme pour faire avancer les questions du climat en France. Et à la fin, on réduit notre participation à de la compétence. Euh, et donc, c'est une façon de dire c'est pas une reconnaissance du travail qui a été fait. C'est-à-dire que si on ne reconnaît quelqu'un qu'à travers les compétences qui ont été mises en œuvre, et ça c'est un problème que j'ai de façon constante, c'est-à-dire les gens qui disent où est mon référentiel de compétences, ils n'ont pas de référentiel de compétences, ils savent pas reconnaître, ils ont besoin d'un référentiel, mais ce qu'ils oublient, c'est que pour construire le référentiel, euh, euh, le, le référentiel, c'est construit à partir de l'analyse de compétences. Il n'y a pas besoin de référentiel pour faire un référentiel. Le référentiel, c'est une reconnaissance d'une pratique. Et donc, c'est ça le problème que j'ai aujourd'hui avec ces approches compétences, c'est qu'on réduit l'individu à une somme de compétences
et on oublie la pratique, et on oublie le métier, et on oublie l'identité. Hmm. Et vous avez nommé expérience. Donc là, j'ai arrêté là-dessus. Donc, est-ce qu'on devrait appeler ça un référentiel d'expérience, un portfolio d'expérience? Puis de là, s'articulerait la suite. C'est une question Oui. ouverte. Là, Est-ce que je peux me parce que, permettre d'intervenir une petite fois? oui, allez-y, Madame Véro. Oui, Ben, on peut poser la question à ce moment-là, Monsieur Satanis. Une personne qui a développé un profil, par exemple, un profil de compétences numériques, à l'intérieur duquel profil elle a développé des habiletés liées à la recherche d'informations, traitement de l'information, présentation de l'information, etc. Est-ce que ça ne pourrait pas s'avérer intéressant pour un nouvel employeur qui est à la recherche d'une personne qui possède cette compétence-là de l'annoncer dans un profil de compétences avec un S? Oui, alors, il faut peut-être repartir sur quel objectif on poursuit avec un portefeuille de compétences ou un portfolio. Bon, ma problématique à moi, c'est en France, il y a le poids du diplôme acquis en formation initiale qui pèse lourdement finalement dans à la fois le comportement des employeurs, mais aussi le comportement des familles, des personnes. C'est-à-dire qu'on cherche depuis 30 ou 40 ans le moyen d'échapper à cette dictature du diplôme de formation initiale, d'autant plus qu'on s'aperçoit que de plus en plus de jeunes exercent un emploi qui n'a rien à voir avec leur diplôme. Donc déjà, il y a ce hiatus entre le poids du diplôme et finalement le fait que les gens font autre chose que ce qui était prévu ou que l'objectif de leur diplôme. Donc moi, ma préoccupation, c'est de savoir comment on peut arriver à favoriser les mobilités, les évolutions professionnelles et donc la reconnaissance des acquis, alors qu'ils soient expérientiels ou autres, mais on a besoin de sortir finalement du cadre académique qui était un peu imposé par le système éducatif et avec un système de formation professionnelle initiale. Bon, Serge Ravet me dira un peu ce qu'il en pense. Moi, je pense que notre système de formation professionnelle a toujours été dévalué. Finalement, on a toujours considéré que la voie professionnelle, c'était une voie de relégation pour les jeunes qui n'étaient pas bons dans les enseignements généraux. Et donc, cette détérioration, cette dévaluation de la voie professionnelle poursuit les gens pendant toute leur vie. Et donc, il faut arriver à trouver une alternative pour que, et les entreprises y participent malheureusement aussi à cette représentation du monde, il faut arriver à ce que les entreprises soient plus ouvertes à ce qu'on peut acquérir dans la vie, dans la carrière. Bon. Et il faut donc avoir un débat sur finalement ces fameuses compétences avec un S. Bon, parce qu'on on a à la fois une identité qui est liée à notre activité professionnelle et on a à la fois une activité professionnelle qui a un potentiel d'évolution. Et dans chaque activité professionnelle, il faut tenter d'identifier ce qui est transférable ailleurs, dans une autre activité. Et là-dessus, bon, on a du mal à travailler sur ce qui est transférable, sur ce qui est un élément de dynamique de l'évolution des personnes, parce qu'on a aussi notre tradition en France qui est un peu une tradition un peu adéquationniste, mais aussi une tradition de rigidité. Finalement, l'orientation professionnelle et sociale en France, elle est prédéterminée dès l'école. Et on a du mal à casser effectivement ce qui a été prédéterminé par l'école. Et j'en parle d'autant plus que moi, personnellement, je n'ai aucun diplôme. Hein. Donc, je suis sorti de l'école sans diplôme. Et donc, j'ai dû me débrouiller avec des petits boulots au début de ma vie. Et puis, peu à peu, j'ai réussi à avoir un parcours qui était progressif, qui a rencontré beaucoup d'obstacles, mais finalement plutôt intéressant, mais pas du tout académique. J'ai commencé à connaître l'université pour y faire des cours,
mais pas du tout en tant qu'étudiant. Et donc, du point de vue de mon expérience, bon, quand j'y ai réfléchi avec le recul, bon, je me suis vraiment demandé qu'est-ce qui, dans mon expérience, avait été transférable, qu'est-ce qui m'avait permis de rebondir de poste en poste, d'activité en activité, de fonction en fonction, de responsabilité en responsabilité. Et je pense qu'il faut arriver à ce que chaque personne fasse un peu ce raisonnement, c'est-à-dire en partant du plus petit dénominateur commun qu'il a avec les activités les moins qualifiées, comment peut-on arriver à progresser et à se dire ce que j'ai acquis dans une activité peu qualifiée, il y a peut-être des éléments qui peuvent me servir pour aller un peu plus haut. Je ne sais pas si je suis clair, hein, mais il me semble que c'est l'objectif d'une telle instrumentation. Merci. Oui, oui, je sens que ma collaboratrice, Émilie, ça la faisait réagir ou c'est parce que des fois dans le chat, hein, il y a des petits mots qui sortent. Émilie, je t'invite à ouvrir ton micro, puis tu avais le goût de revenir sur les compétences. Il y avait d'abord une main levée de Ah, je ne l'ai pas M. vu, Richard pardon. Léonard, donc je pense qu'on pourrait d'abord lui donner la parole. J'ai pas vu du tout. Bonjour. Moi, j'ai passé une quarantaine d'années dans le milieu et au ministère, puis à l'Université de Sherbrooke pour la maîtrise en deuxième cycle, adaptation scolaire. D'abord, dire que, comme M. Tatoman disait, nous, au Québec, la formation professionnelle et l'éducation des adultes, c'est un peu euh, l'enfant faible de notre système, là. C'est là où on dirige les étudiants conscients avec le moins de potentiel. Ce qui a changé, c'est que dernièrement, je reçois à la maîtrise des enseignants en formation professionnelle et en éducation des adultes, ce qui n'arrivait jamais avant. Ça veut dire qu'il y a un désir d'aller plus à l'avant. Ma question est que nous aussi, on semble obsédés par l'académique, le secondaire 3, le secondaire 4, en français, en mathématiques et en anglais. Comment qu'on fait pour euh, sauter par-dessus cette habitude-là qu'on a prise d'insister sur l'académique avant de passer aux habiletés ou aux connaissances ou au vécu? Pourquoi qu'on était si, si pourquoi qu'on insiste sur l'académique et comment avez-vous trouvé le moyen pour détourner cette obsession-là? Hein, comment on passe par-dessus hein, cette évaluation, Monsieur Settleman, vous l'avez nommé, là, cette identification à la diplomation. Puis je pense que Monsieur Richard posait Monsieur Léonard passait par de dire comment on passe par-dessus ça. On n'est pas là encore. Hein, autant en France qu'au Québec, là, on peut dire. Qu'est-ce que vous en dites, Monsieur Settleman? Oh là là, c'est Hein, très c'est un vaste compliqué. chantier, Bon, hein? il y a une certaine prise de risque, hein, puisque en tendance, quand on commence à travailler tout en bas de l'échelle, euh, statistiquement parlant, il y a beaucoup de chances qu'on y reste. Bon, ça, c'est un point sur lequel il faut réfléchir. Bon, moi, je ne pense pas que je suis un exemple à suivre, mais à travers mon évolution professionnelle,
j'ai pu par contre détecter, et en tout cas identifier, la stratégie du surplace de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes sous-estiment finalement leur potentiel, leurs aptitudes, ce qu'ils aiment faire, parce que la situation du chômage de masse est anxiogène par rapport aux personnes, c'est-à-dire démissionner d'un emploi pour essayer d'en trouver un autre en n'étant pas sûr de pouvoir être à la hauteur du nouvel emploi. Donc, il y a quand même tout un environnement anxiogène qui fait que beaucoup de personnes hésitent à démissionner. Bon, d'autant plus que le système d'assurance chômage, bon, pendant longtemps, bon, ne prenait pas en charge les démissionnaires. Moi, j'ai démissionné 2 fois de la fonction publique, et en plus, la fonction publique ne cotise pas au système d'assurance chômage. Donc, quand on démissionne de la fonction publique sans trouver un emploi, on n'est pas pris en charge par le système d'indemnisation du chômage. Oui, Mais c'est bon, comme ça. effectivement, donc il y a beaucoup d'obstacles qui fait que les personnes s'accrochent un peu à leur emploi et hésitent effectivement à prendre le risque d'en trouver un autre. Mais surtout, ils ne sont pas du tout accompagnés pour identifier justement le potentiel de transférabilité de leurs acquis. Je pense que on a eu beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place avant le portfolio, le bilan de compétences, la validation des acquis de l'expérience. Bref, il y a beaucoup d'instruments, mais apparemment, ces instruments sont peu appropriés collectivement. C'est-à-dire qu'une fois que la personne a un bilan de compétences, je ne suis pas complètement sûr que ça les aide à évoluer professionnellement. Parce que l'outil en tant que tel, qui est une sorte d'autodiagnostic de ce qu'on aime bien faire, de ce qu'on sait faire, de ce qu'on a envie de faire, s'il n'y a pas un accompagnement un peu organisé, collectif, je ne suis pas complètement sûr que les personnes les plus vulnérables sur le marché de l'emploi sachent utiliser ce type d'outils. Donc, ça Mhm. sert plutôt les gens qui ont déjà un bon niveau de diplôme, un bon niveau de qualification. Par contre, ce que je remarque, et dans tous les dispositifs sur lesquels je suis intervenu, là, comme pilote ou organisateur, c'est que les moins qualifiés, on leur demande finalement d'avoir une stratégie personnelle et individuelle qui est assez irréaliste par rapport à tous les obstacles qui sont mis en place dans la société. La société française est très rigide. Finalement, elle n'aide pas les moins qualifiés à s'en sortir. Mhm. La discrimination à l'embauche en France est très très lourde. Discrimination par l'âge, discrimination par la couleur de peau, discrimination par le genre. Donc, le monde de l'entreprise est quand même très discriminant parce qu'on leur garantit avec le système de formation initiale qu'ils auront une main-d'œuvre diplômée, pas très cher payée si elle occupe un emploi peu ou non qualifié. Donc aujourd'hui, par exemple, on a un vrai paradoxe. Il y a beaucoup d'emplois peu qualifiés qui sont occupés par des diplômés. Et les non-diplômés, alors là, Mhm. Je pense que ça révèle aussi ce qui peut se vivre au Québec. Axel T, je sais pas votre nom de famille, mais je vous invite à ouvrir votre micro et votre caméra, comme ça on pourra vous voir. Vous aviez envie de réagir, plongez dans le bocal de la conversation. Où êtes-vous? Il y avait une main levée. Oui, allez-y, on vous écoute. La main est toujours levée. Votre micro est ouvert, allez-y. Ah, vous avez changé d'idée? Peut-être. Le micro est ouvert, alors allez-y, on vous entend, je pense. Non, hein? Peut-être un problème de micro. Ouais, bon. Ben, écoute, laissez votre micro ouvert, puis si vous nous reviendrez aussitôt que. Je pense qu'il y en a d'autres qui ont ouvert leur micro. Allez-y, ou même comment vous réagissez là? Excusez, on a. Oui, monsieur Axel, je pense que vous.
Ben, moi, je me lance dans le bocal, Oui, ben Hélène. vas-y, Émilie, là, J- parce que je sens qu'on... je- Oui. Ouais, j'aurais envie de vous demander, ben, à nos deux invités, puis de demander collectivement, par Mhm. exemple, euh, ben, si on revient un peu au passeport de compétences français, j'aurais envie de vous demander, ben, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'était une bonne idée de mettre en place un dispositif, de ce type? Est-ce que vous pensez que ça répond à des besoins qu'ont les individus ou des besoins qu'ont les employeurs, par exemple, de pouvoir accéder aux données qui sont disponibles dans un tel passeport? Est-ce une bonne idée? Alors, je pense que ça a l'air, ça, ça ressemble à une bonne idée, mais si on réfléchit un petit peu à ce qu'est moi, l'expérience que j'ai pu avoir avec le portfolio, c'est que il y a Philippe Didier Cotier qui avait fait une étude sur l'usage des portfolios en post-études, donc en insertion professionnelle, et il m'avait dit que un des meilleurs portfolios qu'il avait trouvé, c'était un portfolio dans lequel la personne racontait l'histoire d'autres personnes. C'est-à-dire que ce n'était pas simplement son histoire, c'était l'interconnexion avec d'autres personnes. Et ce qui me gêne un peu dans l'approche du passeport de compétences, c'est que ça développe une approche très individualiste, hein. Moi, je faisais l'expérience de pensée suivante. Prenez une PME dans laquelle il y a 10 personnes qui, avec le bon logiciel, hein, avec une bonne application, rédigent leur CV. Eh bien, l'hypothèse que je formule dans cette expérience de pensée, c'est que lorsque les personnes ont rédigé leur CV, elles ont en même temps rédigé peut-être 30-60% du CV des autres personnes de l'entreprise. Pourquoi? Parce que dans l'ensemble des activités qu'elles peuvent avoir, elles sont en contact avec des collègues, les personnes des achats, de la production, etc. Et donc, quand je dis j'ai fait ça avec Paul, Pierre, Marie, bah, ça va se mettre en même temps dans le CV, si on veut, dans le portfolio de Pierre, Paul et Marie. Et du coup, ça fait quelque chose qui est beaucoup plus riche, c'est-à-dire qu'on a des portfolios qui sont des narrations d'une histoire, et ces narrations, elles s'entrecroisent, on tisse quelque chose. Et ce qui est intéressant avec le portfolio, c'est justement ce tissage. Ce sont nos histoires, on a des histoires personnelles, mais nos histoires personnelles sont interconnectées avec les histoires des autres. Et c'est ça qui va donner de l'authenticité. Le problème Mhm. qu'on a aujourd'hui quand on parle d'authenticité, de vérification, etc., on veut mettre des moyens techniques derrière, on veut mettre de la cryptographie, mais il y a une façon très simple aussi de vérifier l'authenticité des choses, c'est de voir si, à travers le tissage de nos histoires. Or, et une autre expérience que j'ai eue quand on m'avait demandé d'introduire l'idée du portfolio dans un master à la Sorbonne, euh, j'avais donné le choix aux étudiants entre WordPress et Mahara. Et Mahara, qui est une plateforme open source pour faire des portfolios. Et tous les étudiants et les étudiantes ont choisi WordPress. Qui C'est-à-dire, connaissent, peut-être. c'était pas une plateforme Mhm. portfolio, c'était un outil qui permettait de construire son journal. En plus de ça, avec WordPress, on peut avoir des centaines de plugins qu'on peut Mhm. rajouter. C'est-à-dire que d'un côté, on a un outil qui est le nôtre, hein, c'est WordPress, voilà. Et puis de l'autre, on avait un outil institutionnel qui avait été pensé pour des portfolios institutionnels dans lesquels les personnes étaient un petit peu dépossédées de leur histoire, hein. Et donc, voilà, le fait que les étudiants aient préféré choisir WordPress à Mahara me dit quelque chose sur est-ce que ça a du sens de bâtir un système de portfolio national? Est-ce que c'est pas plutôt de créer les outils qui vont permettre aux personnes d'être vraiment en autonomie, et pas simplement la personne, mais aussi les collectifs? C'est-à-dire qu'on puisse aussi raconter nos histoires et pas simplement mon histoire et mes qualifications dans mon espace personnel. Hmm. Il y a un grand déséquilibre. Bon, j'évoquais tout à l'heure tous les dispositifs qui ont été mis en place et qui ciblaient les personnes, c'est-à-dire le bilan de compétences, le portfolio. Et donc,
il y a une sorte de pression, effectivement, sur les individus, et on leur dit, on vous donne plein d'outils, la validation des acquis, etc. Et par contre, la pression sur les recruteurs, sur le monde de l'entreprise est très faible. Bon, et ce déséquilibre-là, il est paradoxal parce que l'État en France pèse lourd, hein, bon. Donc l'État met en place beaucoup d'instruments en direction des personnes et très peu d'instruments en direction du comportement des entreprises. Et quand je parle des entreprises, je ne parle pas uniquement des employeurs, mais aussi des collectifs de travail, des représentants du personnel, des syndicats. C'est-à-dire, est-ce que le monde de l'entreprise, bon, s'approprie finalement les enjeux de la société et du marché de l'emploi? Par exemple, j'ai évoqué tout à l'heure le régime d'assurance chômage. Bon, ce régime d'assurance chômage, initialement, était géré par les partenaires sociaux en France, et là, il était carrément étatisé, c'est-à-dire c'est vraiment l'État qui s'approprie le système d'assurance chômage, qui a la maîtrise des services de l'emploi et des services de placement. Donc, l'instrumentation des pouvoirs publics en direction des individus est énorme. Et son instrumentation par rapport au comportement des entreprises est très faible. Et ça pose un vrai problème de déséquilibre. C'est-à-dire que les personnes se heurtent au fait que le monde de l'entreprise bouge assez peu. Je vais prendre un petit exemple. Vous avez évoqué tout à l'heure le webinaire sur les AFEST, donc les formations en situation de travail. Et là, il y a une publication du CEREC, hein, qui est un organisme d'études qui suit les problèmes de qualification d'emploi en France, qui vient de paraître là, et qui explique que pendant la période du Covid, bon, c'est vrai que les entreprises ont développé les formations en situation de travail parce que c'était plus difficile d'envoyer les personnes en stage, etc. Mais à partir de 2021 et juste après la période du Covid, on voit que les entreprises reviennent sur les pratiques de formation en situation de travail qui pourtant ont donné lieu à une instrumentation avec la FEST qui permettait justement de mieux enraciner ces pratiques-là. Et on voit que les entreprises reviennent à l'ancien modèle, c'est-à-dire on achète des stages, on achète des formations à l'extérieur et on baisse la garde par rapport à la logique de l'entreprise apprenante qui finalement donne aussi aux salariés un rôle apprenant. Bon, parce que l'entreprise apprenante, ce n'est pas l'employeur simplement qui transmet ses savoirs, c'est vraiment une mobilisation des salariés pour transmettre leur savoir, qui est une façon de les valoriser et qui est aussi une façon de valoriser l'entreprise et modifier finalement le rapport de l'entreprise au marché de l'emploi. Et donc, on voit bien que la pression sur le monde de l'entreprise est trop faible par rapport à la surinstrumentation du côté des individus. Moi, je le formulerai différemment. Je comprends très bien votre point de vue, mais je pense qu'il y a un problème qui est beaucoup plus fondamental, c'est le problème de la reconnaissance. C'est-à-dire que la seule reconnaissance qui vaille, c'est la reconnaissance formelle délivrée par une institution académique ou qui a un organisme d'accréditation. On ne reconnaît pas la valeur de la reconnaissance offerte par une personne. C'est-à-dire qu'on est dans un déni du droit de reconnaître. C'est-à-dire que tout le monde, a priori, peut reconnaître. Et d'ailleurs, on a un projet dans lequel, c'est un projet autour des savoir-faire comportementaux. Et donc, l'attitude classique que quand on est en train de développer un projet de remédiation ou autre, c'est qu'on va voir d'un côté les experts qui vont, par exemple, décider de quels sont les badges ou quels sont les processus de reconnaissance. C'est eux qui vont reconnaître. Et donc, la question que j'ai posée aux partenaires dans ce projet-là, c'est de leur dire, est-ce que la reconnaissance des savoir-faire comportementaux, c'est externe aux savoir-faire comportementaux, c'est-à-dire qu'il faut être expert, il faut être reconnu pour pouvoir valider des savoir-faire comportementaux, ou est-ce que est-ce que la reconnaissance, c'est un savoir-faire comportemental, hein, donc ça devrait faire partie de la liste des savoir-faire comportementaux,
ou est-ce que la reconnaissance, c'est sous-jacent à l'ensemble des savoir-faire comportementaux et donc des compétences en général. Et donc, le problème fondamental, de mon point de vue, c'est le problème de la reconnaissance. C'est-à-dire qu'on dénie aux gens le droit de reconnaître, ou on dit que ta reconnaissance n'a aucune valeur. La seule reconnaissance qui a de la valeur, c'est celle de l'institution. La reconnaissance de l'entreprise n'a pas vraiment de valeur. Euh, et parce que la seule reconnaissance qui a de la valeur, c'est celle qui provient d'une institution. Donc, je pense que si on veut créer une société euh, apprenante, si on veut développer l'apprentissage tout au long de la vie, ça doit être aussi accompagné de la reconnaissance tout au long de la vie. Mais la reconnaissance tout au long de la vie, ce n'est pas une série de VAE. Ça veut dire qu'il faut mettre les personnes dans une posture de reconnaissant et pas simplement de demander à être reconnu, mais de participer à un écosystème de reconnaissance. Et si on veut une entreprise qui soit une entreprise apprenante, ça veut dire que tout le monde participe à ce processus de reconnaissance. Il n'y a pas d'un côté les experts qui vont reconnaître, de l'autre les gens qui sont reconnus. La reconnaissance par les pairs, c'est quelque chose qui fonctionnait extrêmement bien. Et donc, il faut changer notre mentalité, il faut changer nos représentations. Il ne faut pas être simplement toujours en train de demander une reconnaissance de l'autorité, mais il faut prendre le pouvoir de reconnaître. Nous avons tous le pouvoir de reconnaître, et si on ne l'utilise pas, eh ben, il s'use. Et ça veut dire qu'on laisse le pouvoir entre les mains des autorités, alors que la proposition que nous faisons à reconnaître, c'est de dire prenons le pouvoir de reconnaître. On est tous capables de reconnaître, et nos reconnaissances à tous a de la valeur. Et dénier la valeur des reconnaissances qu'on peut donner à nos pairs, à nos amis, à nos collègues, c'est une forme de violence symbolique. Et donc, prenons le pouvoir de reconnaître. Comment vous réagissez au pouvoir de reconnaître? Quand vous entendez ça, là, pour pouvoir avoir tout au long de la vie, la question est ouverte à tous. Comment vous réagissez? Oui, mais Monsieur Bédard, je vois que vous avez ouvert votre micro. Je sens que vous avez envie de nous dire quelque chose, là. Allez-y. Bon, oui, merci. Merci aux intervenants aussi. C'est très intéressant. Euh, j'abonde dans le même sens. Je pense que, dans le fond, pour faire une formule un peu slogan, le problème est au niveau de la reconnaissance de la reconnaissance. Euh, Mhm. mais on voit qu'il y a, en tout cas au Québec, on voit qu'il y a des initiatives un peu partout, dans plusieurs secteurs, pour promouvoir la reconnaissance des acquis. C'est pas sans défi. Puis il y a toujours la question de qu'est-ce qu'on reconnaît et ça mène à quoi. Puis c'est pas, a priori, tout le monde est pour. Tout le monde est pour reconnaître des acquis et des compétences que des gens ont, mais encore faut-il qu'ils les démontrent. Des compétences, ça se perd avec le temps. C'est dommage, mais ça se perd. Mais ça se réapprend. Euh, et puis, ben on le voit, entre autres, dans le domaine des ordres professionnels. C'est une bonne partie du problème quand des personnes formées à l'étranger veulent entrer dans ce marché fermé qui est clôturé par l'ordre professionnel. Euh, L'ordre professionnel doit valider que ces personnes-là sont propres à œuvrer dans la profession au Québec. Et bon, ils ont développé eux aussi, c'est un des secteurs, de plus en plus d'outils pour rendre plus fluide ce processus-là, mais c'est pas, c'est pas encore au point, mais ça avance. Et c'est un des secteurs, c'est ça que je voulais dire surtout. Je le vois avec la reconnaissance des acquis en formation professionnelle, dans les formations aux métiers semi-spécialisés aussi. Bon, c'est pas fini, mais il y a des avancées qui se font au collégial aussi.
à l'université avec le BCI, Bureau de coopération interuniversitaire. Mais il faut que tout ça gagne ses galons, autrement dit qu'il y ait la confiance qui s'établisse dans les processus pour que ça soit pas vu comme des chemins au rabais aussi. Euh, je- j'ai envie de vous partager un peu ce que Axel tout tantôt voulait nous dire. Il revient sur des idées énoncées précédemment. Il nous dit, en effet, nous avons en France un fort poids du diplôme, mais il faut ajouter à cela d'autres facteurs comme le poids de l'origine sociale au sens large. Tout le monde n'entre pas dans la compétition scolaire ni professionnelle avec les mêmes chances. Il nomme là, les travaux de Bernard Lahire et François Dupé à ce sujet. Euh, et, et- donc, excusez, ça poursuit. Il nous mentionne aussi la fluidité des parcours est souvent d'ailleurs facilitée par un haut niveau de diplôme ou de qualification. Beaucoup de projets de reconversion favorisés en France sont le fait de cadres qui se dirigent vers des métiers manuels. Bon. Euh, Voilà, est-ce que j'ai tout dit? Donc, voilà un peu ce qu'il avait à ajouter. Excusez-moi, Madame, oui, allez-y, Ken Mousse, c'est ça? euh, Je euh, vous écoute. Oh, alors, du coup, non, c'est Axel, du coup, qui parle. Axel. Oh, Axel a retrouvé J'ai réussi à la activer mon micro. technicalité. Oui, j'ai Allez-y. réussi à activer mon micro et je vais même activer ma caméra si ça fonctionne. Euh, voilà. Ben voilà, Ok, super. formidable, c'est donc Euh, plus agréable. oui, j'avais quelques problèmes techniques. Du coup, effectivement, merci d'avoir partagé ce que j'ai dit. Et en fait, je voulais revenir sur quand on parlait en fait de la compétence, compétence avec S ou compétence sans S. Mhm, Moi, j'ai exercé en fait en tant qu'ingénieur pédagogique dans une université donc en France. Et en France, actuellement, dans l'enseignement supérieur, il y a cette grande question de l'approche par compétences et du fait de justement transformer les cursus pour que on soit dans quelque chose qui soit plus en lien avec le monde professionnel. Des enseignements qui sont plus en lien avec le monde professionnel. Et ce qui est assez déroutant, c'est que au niveau même de la définition de compétences, ce que je me disais avant de se dire compétence avec S ou pas, en fait, les institutions en France, notamment, ne sont même pas d'accord parce que dans l'enseignement supérieur, on utilise une définition de la compétence qui s'appuie beaucoup sur les travaux de Jacques Tardif, donc, qui est un chercheur du coup du Québec, et également des travaux de Marianne Poumet et François Georges, qui sont des chercheurs belges. Euh, et en même temps, il y a aussi une exigence en fait d'accréditation et de référentiel de compétences, enfin de mise en place de référentiels de compétences, qui doivent être en lien avec les compétences établies par un organisme en France qui s'appelle France Compétences, mais qui ne sont pas du tout formulées de la même façon et qui comment dire, ne prennent pas les compétences forcément au même niveau. Donc déjà au départ, il y a, je trouve, des choses à travailler plus en synergie, si on peut utiliser ce terme-là, au niveau des différentes institutions. Voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Merci. mhm. Merci, Non, merci Axel. Et oui, vous avez le goût de réagir? oui, c'est Oui. intéressant, cette réflexion. C'est vrai que d'abord, il y a cette tendance à expliquer que tout est compétence et donc plus personne ne s'y retrouve, hein, puisque il y a 5000 définitions des compétences avec un S. Bon, pour le grand public, bon, la compétence avec sans S, c'est quand même plus clair. C'est-à-dire, un professionnel compétent, on sait à peu près ce que c'est. Après, les compétences d'une personne, c'est plus compliqué. Et surtout quand le système académique et le système éducatif est entraîné dans cette logique, là, ça devient périlleux par rapport à la capacité de faire le lien entre qu'est-ce qu'on apprend à l'université
Et puis, quels sont les besoins du monde de l'entreprise? C'est complètement utopique de penser que l'université doit complètement s'organiser par rapport aux besoins des entreprises. Bon, moi, j'ai pas de diplôme, mais j'ai fait un cursus général. J'ai été jusque la terminale, c'était une terminale généraliste. Bon, et puis en plus, puis après, bah, j'ai appris sur le tas plein de choses. Mais là, on a un gros problème, c'est que France Compétences, qui est une sorte d'émanation du ministère du Travail, si on peut appeler les choses un peu comme ça, bon, évidemment, n'a aucun poids sur le système éducatif et l'université qui fait le système éducatif et la formation initiale, et le ministère de l'Éducation nationale ne se soumettra jamais à une entité qui relève du ministère du Travail ou de France Travail ou des services de l'emploi. Bon, donc ils ont accepté d'appeler compétences des savoirs, des connaissances. Bon, ils ont changé le terme, mais ils continuent à faire comme avant, et ça reste toujours très académique. Tout à Donc, fait. il n'y a pas eu de transformation du mode de fonctionnement de l'université. Et c'est heureux parce qu'on ne demande pas à l'université de résoudre le problème du chômage. Bon, c'est pas exactement la même problématique. Par contre, le système d'acteurs de la formation post-scolaire, de la formation professionnelle continue, bon, là, c'est un- une sorte de, de structure complètement éclatée, c'est-à-dire que ce système d'acteurs, bon, est complètement fragmenté et segmenté et ne pèse pas sur le système éducatif. Et l'interrogation que j'ai depuis le début, c'est comment un système institutionnel qui représente à peu près 50 milliards d'euros de dépenses, hein, ça pèse lourd la formation continue, ce système d'acteurs très éclaté, avec plein de dispositifs, plein de structures, ne pèse pas sur les arbitrages fondamentaux du fonctionnement de la société. Bon, donc il faut avoir ça en tête, hein. D'ailleurs, dans le dernier gouvernement qui a été remanié, on a oublié le ministère de la formation professionnelle. Il n'y a plus de ministre qui s'occupe de cette question parce qu'ils ont dû juger que c'était tellement compliqué à piloter que mieux valait ne plus avoir de ministre qui s'occupe de cette question et laisser les acteurs se débrouiller avec les dispositifs et les mesures et les systèmes mis en place. Euh, voilà, donc les personnes, et si on revient aux usagers, aux personnes concrètes, elles ont beaucoup de mal à identifier finalement les repères, les jalons sur lesquels elles peuvent s'appuyer pour progresser. Donc on a un gros problème de lisibilité, bon, des dispositifs et des mesures. Donc j'espère qu'au Québec, vous n'allez pas partir dans cette direction avec un trop-plein de dispositifs et de mesures qui rendent très compliqué la lisibilité et la visibilité pour les moins qualifiés, parce que c'est un peu ma boussole, hein. Mhm. Si le système ne marche pas bien pour les moins qualifiés, il ne marchera pas bien pour les plus qualifiés. C'est en marchant bien pour les moins qualifiés que ça marchera bien pour tout le monde. Donc, on a Oh. vraiment intérêt à avoir ça comme boussole, quoi. Mhm. Merci, on va noter cette boussole-là, hein, qui sera peut-être un guide pour si on se Vous dote savez, c'est d'un comme les tel... méthodes Oui, hein? pédagogiques, hein. Les Mhm. méthodes pédagogiques, si ça marche bien avec ceux qui sont les plus en difficulté, ça marche bien avec tous les autres. Par contre, quand on a les méthodes pédagogiques qui sont construites pour l'élite, ça marche pas bien avec les gens qui ont des difficultés. Mhm. Et j'ouvre un Avec ce autre qu'on... débat, là, Oui. Oui, on pourrait... Juste avant, j'ai vu que ça avait fait réagir des gens, ce qu'on disait précédemment. Ma collaboratrice Sylvie Pelletier. Mhm. Ben, je vois qu'on a la discussion va dans des directions tellement différentes. Moi, je me demande, ben, je ne sais pas si je suis capable de les réconcilier, mais je me demandais, est-ce que l'idée d'un portail intégré, tel qui a été annoncé par le ministère, le MES ici, où on intégrerait les diplômes, par exemple, les formations, les expériences, est-ce que ce serait une façon, est-ce que ça pourrait permettre
justement de relativiser le poids des diplômes qui est quand même très fort ici aussi, là. Est-ce que il a ce potentiel-là? Comment y échapper sinon? Mais parce que si on fait des plateformes différentes, différenciées, il y en a une qui est comme ici qui sert pour les diplômes, puis l'autre qui sert est- qui sert pour autre chose, pour mettre ses expériences. Je sais pas. Ma question n'est pas claire parce que je réfléchis tout haut, là. Mhm, Je crois mhm, que mhm. Je oui. peux peut-être proposer, non pas une réponse, mais on vient de Allez-y, déposer, puis on approche vers la fin, alors on va... Allez-y, allez. on vient de déposer Soyons un concis. projet Mhm. avec les personnes qui travaillent dans le home care. Donc, personnes qui travaillent à domicile, qui s'occupent des personnes âgées. Et on a un problème en France. Il va falloir en qualifier plusieurs centaines de milliers dans les prochaines années. Et les dispositifs qu'on a actuels de qualification ne vont pas pouvoir faire face avec les méthodes actuelles de qualification. Et donc là, on a monté un projet avec Hyperia, donc on espère qu'on va pouvoir avoir la subvention européenne pour ce projet-là, avec l'idée euh, d'une certaine façon, de reconstituer des guildes. C'est-à-dire que on n'est pas simplement des personnes qui travaillent à domicile, mais on est une identité professionnelle et on va créer une communauté de pratique. Et donc, c'est cette communauté de pratique qui va se reconnaître entre pairs, comme ça se passait dans les guildes, hein, qui va se reconnaître entre pairs, qui va permettre d'avoir un premier niveau de reconnaissance entre pairs, qui pourra éventuellement amener derrière à une reconnaissance euh, plus formelle par un organisme d'accréditation comme Hyperia. Et donc de penser la reconnaissance de façon continue, en pensant que la reconnaissance, ça peut être la reconnaissance par soi-même, hein, je reconnais mes compétences, mon expérience. Ensuite, ça peut être la famille, ensuite, ça peut être des pairs, ensuite, ça peut être l'entreprise. Et donc, de penser la reconnaissance de façon fluide, de façon dynamique, et pas simplement comme quelque chose qui doit provenir d'une autorité. Et donc, dans une telle approche, ce n'est pas une plateforme nationale qu'il faut, faut équiper les communautés de pratique avec des outils pour qu'elles puissent s'organiser en tant que telles. C'est de l'auto-organisation qu'il faut, une forme d'autogestion de la reconnaissance à laquelle il faut penser plutôt qu'un système central. Il faut donner des outils aux gens. Et une plateforme nationale, à mon avis, c'est pas le bon outil pour ça. Et Je là, suis là, assez vous... d'accord, hein, les communautés professionnelles, surtout dans tous les métiers qui sont dévalués, c'est certainement la moins mauvaise solution. C'est-à-dire que ça permet d'auto-valoriser des collectifs, des communautés, et ça permet Mhm, effectivement de les rendre beaucoup plus dynamiques dans la façon de faire évoluer l'ensemble de la société. Autrement, les personnes qui sont dévaluées par leur métier, elles n'arrivent pas à peser sur les systèmes institutionnels officiels, quoi. Ça, c'est clair. Et c'est vrai que là, c'est vraiment ce type de dynamique qu'il faut essayer d'impulser. hmm. Monsieur Richard Léonard qui avait envie de réagir. Oui, On a quelques minutes, on va bientôt fermer, ça va être le moment de voir notre synthèse visuelle et d'avoir nos mots de la fin. Mais ça on vous sera écoute. pas long. Je Oui. vois, je vois le temps qui file. Mhm. Je me demandais si on va recevoir ou pouvoir avoir des liens de certains des outils euh, de papa ou d'autres éléments qui existent, parce que là, c'est encore flou dans mon esprit, Mhm. sans vouloir reproduire exactement. Est-ce qu'on va recevoir des exemples de ce qui a été fait si on veut arriver au Québec à faire quelque chose qui s'inspire de ce qui est déjà fait? Mhm. Oui, merci, Monsieur Léonard. Puis c'est un peu ce que le ICA veut tenter de faire, hein,
en ouvrant une conversation là-dessus, puis voir ben, qu'est-ce qui est possible, ce serait quoi les bons coups à garder, puis les réflexions à avoir. On a parlé de la reconnaissance au sens large, d'impliquer la communauté, d'avoir une auto-organisation, une autogestion de la reconnaissance. On a parlé d'authenticité, on a parlé d'histoire. On va aller voir qu'est-ce que ça donne au niveau de notre visuel en mots et en images avec Mylène. Je t'invite à partager. Ça s'en vient. Mhm. Oui, on le voit. Et voilà. Oh. Alors. Ouf. Beaucoup d'éléments. Je pense que Mhm. il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'éléments, un peu de ménage à faire après coup et Oui, de réorganisation. oui, la conversation est allée un peu dans tous les sens, mais on voit bien l'approche individualisée versus un tissage collectif. Euh, Après ça, on a parlé de reconnaissance formelle, informelle, la personne versus un collectif, le poids du diplôme qui vient, qui est en haut, là, c'est bien avec son gros poids, là, on sent, puis le petit bonhomme écrasé, là, on sent que, ah oui, c'est bien illustré, on a senti que c'était fort. Sylvie, je t'en prie, je vois la main levée de Sylvie Pelletier. Non, c'est une erreur, c'est une fausse main. Non, c'est Ah juste oui, pour répondre à M. Léonard qui demandait s'il y aurait oui, des oui, ressources. C'est qu'on va constituer, comme la dernière fois, un dossier complet Mhm. avec des fiches sur ce qui existe ailleurs, sur ce qui existe au Québec, un compte-rendu de la discussion. Voilà. Mhm. Donc, oui, avec cette synthèse visuelle vient aussi avec plein de fiches et de comptes rendus. ICA fait un beau travail de garder des traces de cette récolte, cette riche récolte. Alors, Formidable. oui, c'est impressionnant ce qu'on a réussi à faire quand même en quelque temps. Avant de se quitter, Ken Mousse, vous aviez voulu réagir tout à l'heure. Allez-y, on vous écoute. Hop, on vous Micro. entend. Oui. Ah non, on vous entend pas. Zut. Eh non, on vous entend pas. On ne vous entend pas. Peut-être débrancher, là, des fois, ça. Hop. Non, zut. Des fois, quand on débranche dans le Là, c'est fil. mieux? Ah oui, voilà. OK. OK. En Allez-y. fait, je vais vous faire un petit voyage de la France et du Québec au Maroc, Mhm. là où l'approche par compétence commence à s'instaurer avec ses avantages et bien sûr avec le grand écart qu'on a avec la reconnaissance des diplômes. Je remercie tout d'abord tous les intervenants et aussi mon professeur, Monsieur Bédard, avec qui je cherche un dispositif qui pourrait être transposé au Maroc. Et Mhm. c'est là mon deuxième voyage en tant que personne de petite formation de base en gestion d'entreprise, qui s'est échelonnée par l'expérience et la pratique pour devenir une chef d'une PME. Et j'ai switché vers le coaching et après vers l'éducation des adultes. Et là, je cherche encore une fois la reconnaissance par un diplôme universitaire. Donc, je pense que c'est une boucle systémique qui doit, en fait, qui émerge d'une façon ou d'une autre selon le besoin de la personne, dans la recherche de l'expérience et dans la recherche de l'apprentissage par la reconnaissance et par des diplômes, parce que le risque, les enjeux que je vois au Maroc, peut-être, je ne sais pas si c'est la même chose au Québec, en fait. J'ai vécu un petit peu au Québec. Bon, mais le grand problème, c'est là où on peut reconnaître seulement les compétences sans reconnaissance de diplôme, il y a un certain flou qui s'émerge dans la pratique. C'est-à-dire, on peut mettre des personnes qui ne sont pas qualifiées
sous le symbole de la compétence et ils exercent des métiers, surtout en éducation, dans la santé, par exemple, là où il manque vraiment des qualifications que l'on peut acquérir qu'avec le dispositif mis en place dans les parcours académiques. Donc, j'espère que l'ICA et les intervenants prennent aussi la dimension du tiers-monde et de m'interpeller pour transposer les modèles gagnants. Merci à tous. Merci, merci. On a essayé ensemble de répondre à la question si c'était une bonne idée, ce dispositif. Certainement, nous avons un nouvel éclairage. J'invite Émilie pour notre mot de la fin. Oui, bien alors pour terminer, merci à tout le monde d'avoir assisté au webinaire d'aujourd'hui. Merci à nos deux invités d'avoir partagé leurs réflexions fort intéressantes. Merci à Hélène d'avoir avec brio facilité cette conversation-là. On vous invite aux 2 prochains webinaires. Le prochain webinaire aura lieu le 11 avril. Il va porter sur une institution indépendante d'éducation et d'apprentissage tout au long de la vie, notamment l'exemple de la Corée du Sud qui a mis en place le National Institute of Lifelong Learning, le NILE. Donc, de même, si vous souhaitez également nous communiquer des exemples de dispositifs, n'hésitez pas à le faire en nous contactant à l'ICA parce qu'on va les recenser, puis ça nous permettra d'en discuter plus longuement dans le dernier webinaire. Alors, ben, merci beaucoup pour votre participation à tous et à toutes et à la prochaine. Merci. Vous avez le lien pour vous inscrire au prochain webinaire, le 11 avril. Merci. Bonne À journée. bientôt. Au Merci. revoir. Wow.